Bonjour et bienvenue. On est fin décembre 2025. Et si on devait décrire le climat économique actuel, je dirais qu'on vit dans une sorte de grand écart permanent. C'est tout à fait ça. D'un côté, on a l'intelligence artificielle qui promet de tout réinventer, et de l'autre, des tensions géopolitiques qui nous ramènent à des logiques qu'on croyait terminées. Oui, des logiques de guerre froide presque. Comment est-ce qu'on navigue là-dedans? C'est la grande question. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une sacrée pile de documents sur la table aujourd'hui. Ah oui, Le cœur du sujet, c'est un énorme rapport. Il passe au crible plus d'une centaine des plus grandes entreprises mondiales. Et pour le contexte, on a aussi une note sur une décision financière très très tendue qui vient de tomber en Europe. notre mission, du coup, c'est de jouer un peu les chercheurs d'or. On va plonger dans cette montagne d'infos pour en sortir les 5 révélations les plus surprenantes. Les courants de fond que les marchés nous murmurent en cette fin d'année. Allez, c'est parti. On commence avec un sujet qui, à première vue, n'a rien à voir avec la bourse, mais qui, en fait, en dit très long sur l'ambiance générale. Il est question d'un prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine. Mhm. Mais ce qui est frappant, c'est la crispation que ça génère. Oui, et c'est là que ça commence à coincer sérieusement. La source met en lumière un vrai point de rupture. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont mis leur veto. Elles refusent de garantir ce prêt. Ah, d'accord. Et on sait pourquoi. Oui, la raison est citée directement dans la note. Elle vient du Premier ministre hongrois. Il parle d'intérêts financiers qui poussent à la guerre et il affirme avoir, et je cite, sauvé les familles hongroises d'une contribution massive à ce qu'il appelle une guerre perdue. C'est une déclaration extrêmement forte. Mais au-delà de la politique pure, comment est-ce que cette méfiance, elle se traduit sur les marchés? Est-ce que c'est juste du bruit de fond ou est-ce que les analystes en tiennent vraiment compte? Ah, ils en tiennent compte, et pas qu'un peu. C'est devenu une ligne de risque à part entière. D'accord. Le cas de BNP Paribas dans le rapport, c'est un exemple d'école. L'entreprise a de bons résultats, elle est solide, mais les analystes soulignent que, je cite encore, les incertitudes politiques accrues en France plombent l'action. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sa valorisation est plus faible que celle de ses concurrents européens, non pas à cause de ses performances, mais à cause du risque perçu du pays où elle est. C'est le risque politique qui vient directement amputer la valeur d'une entreprise. Donc, si certains sont pénalisés par ce climat, j'imagine qu'à l'inverse, d'autres en profitent largement. Je pense évidemment au secteur de la défense. Ah bah oui. Les chiffres le confirment. C'est une lame de fond, il n'y a quasiment aucune nuance. L'analyse sur BAE Systems, le géant britannique, est limpide. Le rapport note une demande explosive de la part des pays de l'OTAN qui sont tous en train de... De faire grimper leur budget militaire, j'imagine. C'est ça. Le carnet de commandes est plein à craquer. BAE a même dû revoir ses prévisions à la hausse pour 2025. Ils anticipent maintenant une croissance des ventes de 8 à 10%. C'est énorme pour une industrie aussi lourde. Oui, c'est énorme. On voit donc très clairement comment une décision macro-politique à Bruxelles ou Washington se transforme en contrat et en bénéfice à Londres. La géopolitique, ce n'est plus une note de bas de page dans les rapports, c'est devenu le premier chapitre. D'accord, donc d'un côté, on a la géopolitique qui sème le doute, mais de l'autre, il y a un secteur qui semble ignorer complètement tout ça et qui fonce tête baissée vers le futur, quitte à brûler des sommes folles. Chut. La tech et bien sûr l'intelligence artificielle. Oui, et là, les chiffres sont vertigineux. Les chiffres que vous avez sortis du rapport sont à peine croyables. C'est une déferlante. Ce n'est plus un sujet de prospective, c'est le moteur de l'économie aujourd'hui. Prenez Nvidia, qui est devenu le fournisseur officiel de pelles et de pioches pour cette nouvelle ruée vers l'or. Au troisième trimestre, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars. Mais le chiffre le plus fou, c'est la croissance de leur division centre de données. Plus 66%. C'est là que sont les puces qui font tourner toutes les IA du monde. Attendez, je vous arrête sur un autre chiffre qui m'a sauté aux yeux, celui de Micron Technology. Le rapport dit que les prix de leurs produits DRM ont plus que triplé au dernier trimestre. Oui, Un triplement des prix en 3 mois. C'est le genre de hausse qu'on voit sur le pétrole en pleine crise. C'est uniquement la demande de l'IA qui provoque ça. c'est exactement ça. Pour faire simple, les puces DRM, c'est la mémoire vive, la mémoire à court terme d'un ordinateur. Et les modèles d'IA, eh bien, ils en consomment des quantités astronomiques. Ah, d'accord. La demande a tellement explosé que les fabricants comme Micron, ils n'arrivent plus à suivre. Du coup, les prix s'envolent. C'est fascinant de voir comment tout l'écosystème est tiré vers le haut. Et le rapport mentionne d'autres entreprises, peut-être moins connues, qui sont au cœur de cette révolution IA.
Absolument. Il y a un focus sur ASML. C'est une entreprise néerlandaise dont peu de gens ont entendu parler, mais qui est peut-être la plus importante au monde aujourd'hui. Ah oui? Ils ont un quasi-monopole sur les machines de lithographie. En gros, ce sont des machines qui gravent les puces. Sans ASML, pas de puce NVIDIA. Donc pas d'IA. Ils sont le goulot d'étranglement de toute l'industrie. Et bien sûr, il y a les géants comme Microsoft, dont le segment cloud et IA a bondi de 28%. Mais toute cette croissance a un prix. Et c'est peut-être là que ça coince. Le cas de Meta, la maison mère de Facebook, est vraiment parlant. Le chiffre d'affaires grimpe, mais les profits, eux, s'effondrent. C'est paradoxal, non? C'est tout le paradoxe de l'IA. Pour rester dans la course, il faut dépenser des sommes qui donnent le vertige. Meta est un peu prise au piège. C'est-à-dire? Elle ne peut pas se permettre de ne pas investir, mais chaque milliard injecté dans ses centres de données, ça la fait paraître moins profitable à court terme. Et les analystes le disent noir sur blanc, les dépenses pour soutenir les ambitions en matière d'IA vont s'accélérer de manière significative. Du coup, la recommandation n'est pas si bonne que ça. Non. Malgré la croissance, la recommandation est juste conservée. La vraie question pour le marché n'est plus qui va gagner la course à l'IA, mais plutôt qui peut survivre au coût de la participation. C'est un pari incroyablement cher, même pour les plus riches. C'est une perspective fascinante. On quitte donc le futur coûteux de la tech pour se tourner vers des piliers, du passé, ou du moins qu'on croyait éternels. Et là, on tombe sur un point vraiment contre-intuitif du rapport. Oui, Des secteurs qu'on pensait insubmersibles, comme le luxe ou l'automobile allemande, semblent prendre l'eau. oui, c'est l'une des grosses surprises de cette analyse. On observe un vrai coup de froid. Pour le luxe, LVMH a vu ses ventes et son bénéfice chuter en 2024. Même chose pour Richemont, qui possède Cartier. On sent bien que l'euphorie post-Covid est terminée. D'accord, mais le rapport mentionne aussi un ralentissement significatif pour Hermès, qui malgré tout reste en croissance. Est-ce qu'on n'est pas en train de dramatiser une simple normalisation après des années de folie? C'est une excellente question. Et selon l'analyse, ce n'est pas juste une normalisation. Ils y voient une vraie fissure dans le modèle, liée au ralentissement économique mondial et surtout en Chine, qui était le moteur de cette industrie. Bah oui. L'idée que le client du luxe dépense quoi qu'il arrive est sérieusement mise à mal. Même les plus riches commencent à regarder à la dépense en fait. Et si le luxe tousse, le secteur automobile allemand, lui, a l'air carrément malade. Les chiffres sont brutaux. Ils sont sans appel. Mercedes-Benz vend en baisse de 5%. Et c'est pire en Chine avec moins 8,5%. Waouh. Volkswagen s'en sort avec des ventes stagnantes, mais au prix de marges très faibles. Et à chaque fois, le rapport pointe la même cause, la forte concurrence des constructeurs chinois. Ce n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité qui fait mal aujourd'hui. Mais le cas le plus spectaculaire, la véritable idole qui vacille, c'est Tesla. Les chiffres sont stupéfiants. C'est sans doute le changement de paradigme le plus violent. Les ventes de Tesla ont chuté de 12% au deuxième trimestre. 12%. Et l'analyse est sévère, la gamme de produits est jugée vieillissante, l'entreprise perd des parts de marché partout, mais le point le plus important, c'est la valorisation. Le rapport juge le ratio court-bénéfice non approprié à près de 300. Expliquez-nous ce que ça veut dire, un ratio de 300. Pourquoi c'est si important? Alors, pour mettre ça en perspective, un ratio de 300 signifie que les investisseurs sont prêts à payer 300 € aujourd'hui pour chaque euro de bénéfice que l'entreprise génère en un an. D'accord. Historiquement, un ratio moyen pour une entreprise normale, c'est autour de 15 ou 20. 300, c'est une valorisation de start-up en hypercroissance. Or, le rapport nous dit que Tesla a des ventes en baisse et une gamme vieillissante. Il y a un décalage total entre la réalité de l'entreprise et l'espoir fou des investisseurs. Et c'est ce qui explique la recommandation. C'est ce divorce qui motive la recommandation sans équivoque des analystes vendre. C'est fou de se dire ça. Je me souviens, il y a quelques années à peine, ne pas avoir de Tesla dans son portefeuille, c'était vu comme une erreur stratégique majeure. Exactement. Comme quoi, les idoles peuvent tomber très vite. Et ça pose une question cruciale. Si les géants d'hier trébuchent et que les géants de demain coûtent une fortune, où est-ce que le rapport suggère de chercher de la valeur? J'imagine qu'il faut être beaucoup plus sélectif. Par exemple, dans le secteur financier, qui a l'air assez divisé. C'est le mot juste. Le rapport met en avant des banques comme l'espagnol Banco Santander ou l'italienne Unicredit. Elles ont des recommandations achetées car leurs valorisations sont jugées très raisonnables et elles retournent beaucoup d'argent à leurs actionnaires. Mais à côté, on a le cas de BNP, qu'on a déjà évoqué, qui est freiné par le risque politique de son pays.
Donc, même au sein d'un secteur, le contexte local redevient primordial. Et on retrouve cette même logique de dispersion dans un secteur comme la santé. Parfaitement. Le rapport oppose deux cas extrêmes. D'un côté, Bristol Myers Squibb, qui subit des ventes en baisse, qui affiche une perte, recommandation négative. Et de l'autre, vous avez Eli Lilly. Ah ouais, leurs ventes ont littéralement explosé de 38%, portées par leur nouveau traitement contre le diabète et l'obésité. C'est l'illustration parfaite de la nouvelle règle du jeu. Il faut plus acheter un secteur, mais des entreprises avec des produits et une histoire spécifique. Et pour ceux qui ne cherchent pas la croissance à tout prix, mais plutôt un revenu régulier, un rendement, il reste des options. Oui, et elle se trouve souvent dans les industries plus anciennes. Le secteur de l'énergie, par exemple, des entreprises comme Shell ou Total Energies, leurs perspectives de croissance sont assez limitées, mais elles génèrent des flux de trésorerie colossaux. D'accord. Et avec cet argent, elles le rendent aux actionnaires. Dividendes élevés, rachat d'actions massifs. C'est une stratégie complètement différente, axée sur le revenu, pas sur la croissance explosive de la tech. C'est un pari sur le présent, pas sur le futur. Dans ce monde de risques politiques, de paris technologiques coûteux et de géants fatigués, il y a un actif qui semble faire un retour en force, comme à chaque fois que l'incertitude domine. L'or. Oui, et c'est la conclusion logique de tout ce qu'on vient de dire, hein. L'analyse sur Agnico Eagle Mines, une grande société minière, est très révélatrice. Ses revenus ont bondi de 36% au deuxième trimestre 2025. Waouh. Et son bénéfice net a plus que doublé sur la même période. La raison est simple, j'imagine. Le prix de l'or a grimpé en flèche. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a rallumé la flamme pour le métal jaune? Alors, l'analyste identifie une confluence de 3 facteurs clés. Premièrement, le cycle de baisse des taux d'intérêt. Quand les taux baissent, l'or devient comparativement plus attractif. D'accord. Deuxièmement, les incertitudes géopolitiques élevées. Et là, on boucle avec notre tout premier point sur l'Europe de l'Est. En temps de crise, l'or, c'est la valeur refuge ultime. Et le troisième facteur? Ce sont les achats massifs et continus d'or par les banques centrales, notamment celles des pays émergents, qui veulent diversifier leurs réserves hors du dollar. Ce n'est donc pas juste la peur des petits investisseurs, c'est un mouvement de fond stratégique. C'est un mouvement mené par des États. Voilà. L'analyse est d'ailleurs très optimiste. Elle considère que les prévisions de bénéfices pour 2026 sont trop prudentes et qu'il faut s'attendre à de bonnes surprises. L'or redevient donc un baromètre de la nervosité mondiale, la boucle est bouclée. C'est exactement ça. Alors si on prend un peu de recul, que faut-il retenir de cette plongée? Pour moi, l'idée principale, c'est que les anciens manuels d'investissement semblent un peu périmés. Oui. Le risque politique n'est plus une abstraction, la course à l'innovation est un gouffre financier, des industries jugées sûres se révèlent fragiles. C'est une photographie d'un monde où le risque est en train d'être complètement réévalué. Les certitudes d'hier, comme la mondialisation heureuse ou la domination technologique de certains acteurs, sont en train de voler un éclat. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Alors que les piliers de l'industrie automobile traditionnelle, qu'on pensait intouchables, vacillent face à la concurrence chinoise et au virage technologique, quelle sera la prochaine grande industrie, celle que l'on croit aujourd'hui à l'abri de tout, à être complètement bouleversée? C'est une bonne question. Pour poursuivre la réflexion et retrouver d'autres analyses, rendez-vous sur les pages Facebook et TikTok d'Amon Capitals. Merci de nous avoir suivis.